Merci beaucoup. Je suis très touchée parce que en fait, Decathlon, je ne connais pas très bien cette entreprise. Je la connais comme cliente, mais je trouve que vous êtes engagée dans un très beau chemin et je me sens très bien et je veux vraiment encore remercier Charlie de me faire confiance et de partager avec vous en fait des questionnements. Parce que quand on dit vision, quand on dit prospective, en fait, qu'est-ce qui compte? C'est d'arriver à générer le maximum de questions. Et moi, mon objectif ce matin, c'est peut-être de partager un petit peu du questionnement que j'ai sur le monde, sur l'avenir. Je crois qu'on a une possibilité de créer notre avenir, de le rendre désirable pour nous, pour nos enfants, pour la planète. Mais il y a aussi des gros enjeux. Il y a des grands écueils à éviter et donc je vous ai préparé un petit bout de chemin qu'on va faire ensemble ce matin autour du futur du travail, puisque on m'a demandé de un peu zoomer sur cette question du futur du travail. Alors en général, quand on vient me voir, voilà les questions qu'on me pose. Est-ce que l'intelligence artificielle va détruire massivement nos emplois? Vous le savez, on le sait, c'est déjà actuellement le cas, puisque l'intelligence artificielle faible se développe. Il y a donc bien sûr des emplois qui vont disparaître et qui disparaissent déjà. Mais la question, ce n'est pas uniquement de savoir qu'est-ce qui va disparaître, c'est surtout quel est le sens qu'on va mettre dans nos métiers et qu'est-ce qui va nous laisser comme finalement opportunité de pouvoir agir et travailler avec du sens. Allons-nous changer de métier 20 fois dans notre vie? Oui, probablement, mais en fait, je vais vous raconter que c'est peut-être pas uniquement la question de savoir quel métier on va faire dans 20 ans et est-ce qu'on va changer 20 fois de métier, mais c'est plutôt, encore une fois, quelle est l'activité, quel est le sens qu'on va mettre dans notre tâche, qu'est-ce qu'on va apporter aux gens et comment on va travailler avec eux qui est important. Les nouveaux emplois représenteront-ils 80% des emplois en 2030? Eh bien, les nouveaux emplois, on les voit déjà, en effet. Les emplois comme qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais la question, ce n'est pas forcément les nouveaux emplois, c'est plutôt, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire de notre travail, et je reviendrai là-dessus. Quelle est la taille réelle de l'économie du partage? Vous le savez, on parle de 300 milliards de dollars d'ici 2025 autour de l'économie du partage. La question, ce n'est pas finalement le montant de ce marché potentiel, c'est le fait qu'au cœur de l'économie du partage, il s'agisse en effet de réinventer la valeur partage. Et je crois qu'en fait, derrière ces questions, il y a vraiment des questions de valeur et de sens, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin. Alors, trois dimensions dans mon intervention. Les tendances du monde du travail, je vais essayer d'être un peu brève, mais de capter quand même 6 grandes tendances qui sont déjà à l'œuvre. Des scénarios d'avenir, parce que je crois que c'est ça aussi qui peut-être favorisera la discussion et la réflexion. Et puis, l'avenir du travail, mes recos et surtout les écueils, selon moi, à éviter. Et bien sûr, quand je parle d'écueils, je parle aussi d'opportunités pour Decathlon. Alors, les tendances à l'œuvre dans le monde du travail, eh bien, vous le savez, puisque vous avez déjà, chez Decathlon et même à l'externe, vous avez déjà beaucoup travaillé sur les tendances. Et ça, ce sont des tendances qui sont réellement déjà à l'œuvre, hein. C'est-à-dire qu'on voit déjà en termes d'organisation, les organisations se sont transformées. La transparence, maintenant, est devenue une nécessité. Et vous le savez que le pire qui puisse arriver, c'est de mentir. Et la propagande aujourd'hui est hélas encore présente dans certaines organisations, mais il y a vraiment cette exigence de transparence, d'authenticité qui dicte les relations, avec des relations véritablement de partenariat, c'est-à-dire où le rôle des femmes et des hommes est aussi important, reconnu comme tel, et où la question finalement d'établir des relations de confiance dans le temps est absolument essentielle. Deuxième tendance, c'est un leadership plus transversal
Et on le sait, et souvent je dis, en fait, la question de la collaboration, ce n'est pas une question de mode. La question de la collaboration, c'est tout simplement une nécessité au XXIe siècle, dans un monde complexe, de pouvoir arriver à travailler avec une diversité de talents. Et je crois que ça, c'est un enjeu pour les organisations, mais c'est clairement un enjeu pour la paix dans le monde. On le voit, notre planète est tendue politiquement, géopolitiquement, et plus que jamais, on a besoin de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça ne tombe pas du ciel, c'est ce que je dis, ça s'apprend, ça se cultive. C'est des moments comme aujourd'hui, c'est d'arriver à se forger des représentations, imaginer ensemble ce que demain pourrait être et comment on peut contribuer à cette vision du futur. Et puis, c'est aussi une entreprise ouverte. On parle d'entreprise élargie, on le voit. Encore une fois, la démarche d'aujourd'hui et la démarche de cette année, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur les autres et c'est faire avec. Et je crois que c'est ça véritablement l'essentiel de ce qui est en train de se dessiner dans les organisations. Un recrutement aussi plus inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire un recrutement plus inclusif? Ça veut dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la diversité. En fait, le grand enjeu, c'est finalement de remettre le management et l'humain au cœur des organisations. C'est d'arriver à créer de la valeur dans notre diversité. Et ça, c'est encore un enjeu. L'unité dans la diversité, je l'écoutais ce matin, la vision du fondateur de Decathlon, mais c'est aussi, comme vous le savez, le projet européen. C'est pour certains quelque chose d'idéal, mais c'est en tout cas un grand enjeu pour faire fonctionner les organisations. On le sait, demain, les organisations auront du mal à pouvoir recruter certains métiers, certaines compétences qui sont peut-être plus rares que d'autres. Et finalement, la culture des organisations va devenir véritablement très importante. Et c'est bien au-delà du greenwashing, de la marque employeur, etc. C'est véritablement la capacité des entreprises à se connaître, à connaître qui elles sont, qu'est-ce qui finalement anime, où est l'âme de l'entreprise, qu'est-ce qui nous fait vibrer ensemble, qui va être attractif. Et vous aurez des gens qui vont aller dans certaines organisations parce que les organisations offrent des salaires incroyables avec beaucoup d'argent. Et donc, ça veut dire qu'elles seront attirées par cette dimension financière. Et puis d'autres, elles iront dans des entreprises où il y a de la tolérance, où la diversité est respectée. Et d'autres encore iront dans une entreprise parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on peut s'éclater, etc. Donc, la culture, se connaître et être authentiquement soi, je pense que ça devient, et c'est déjà une tendance à l'œuvre et évidente. Des statuts qui évoluent. On le sait, en France, c'est un petit peu un cas d'exception, mais ici, on parle vraiment à l'échelle planétaire. En France, on a encore plus de 80% des gens qui travaillent en CDI, mais si on regarde l'échelle planétaire, on en est loin. Et le grand enjeu pour demain, et pour aujourd'hui déjà, ce sont des organisations qui arrivent à travailler en intégrant les multistatuts, bien sûr les travailleurs indépendants, mais en ayant une éthique et en élevant le marché justement pour pas finalement se satisfaire d'une précarité. Donc là, l'enjeu de cette flexibilité, de cette finalement agilité, a aussi intégré des multistatuts, des gens qui ont aussi plusieurs jobs à la fois et qui peuvent, c'est véritablement l'avenir et on le sait en termes de talent et de compétences. Et puis un monde plus connecté, bon, vous le savez, l'un ne remplace pas l'autre. On le sait, on peut maintenant être amené à travailler dans plein d'endroits, un peu à la maison, un peu sur la route, un peu au travail, un peu dans les tiers-lieux, etc. Et on sait que la solution, c'est ce mix de toutes ces choses parce qu'on a besoin de ces deux dimensions, mais que cette dimension aussi, elle est importante de lieu, de tiers-lieu. Pourquoi? Parce que c'est aussi un endroit et une possibilité pour se ressourcer et pour imaginer et pour peut-être un peu sortir de son contexte. Et donc, c'est ce qu'on voit déjà, mais c'est ce qui va se développer à l'avenir, c'est-à-dire de plus en plus la nécessité d'aller travailler dans des lieux différents pour trouver des sources d'inspiration et se forger des représentations différentes de son métier et de son activité. Et puis, le développement techno. Bon, moi, je travaille énormément sur ces questions d'évolution technologique et surtout les impacts sur les compétences, sur les talents
sur l'humain en fait. Mais comme on est nombreux aujourd'hui à intervenir, je ne vais pas trop me focaliser sur cette dimension, si ce n'est qu'aujourd'hui, et c'est un peu un regret pour moi, la plupart des organisations se focalisent véritablement sur la dimension technologique. Non pas qu'elle n'est pas importante, elle est essentielle, mais il n'y a pas que ça. Et parmi les évolutions technologiques, je pense que la question de l'intelligence artificielle est très importante. Mais avant cela, bien sûr, le big data, très important, les données. Et puis également toute la politique et l'éthique autour de la question des algorithmes, de l'Internet des objets aussi, mais bon, ça a des registres différents. Et ce que l'on voit dans toutes ces évolutions technologiques, c'est que très souvent, on se focalise sur la personne rare, c'est-à-dire le data scientist ou la personne qu'on va pouvoir recruter parce qu'on a terriblement besoin de certaines compétences, mais on oublie de voir comment finalement nos activités, nos métiers à 10 ans, à 15 ans vont évoluer et que peut-être le data scientist de demain, eh bien, ça sera encore autre chose parce que l'IA sera deuxième niveau et qu'on n'aura plus besoin forcément de la même compétence que dans 5 ans. Et donc, un de mes rôles, c'est aussi d'essayer de pousser les horizons temporels un peu plus loin et de voir comment les entreprises et les organisations peuvent trouver une forme d'adaptation interne et une forme de résilience interne. Alors, une fois qu'on a dit ces 6 tendances, bon, j'en ai donné 6, il pourrait y en avoir 10, il pourrait y en avoir 3, etc. Je crois que ce qui est important, c'est de se repositionner dans le contexte actuel planétaire et de resituer ces évolutions du travail dans un contexte plus global. Alors, n'ayez pas peur, je vous ai sorti un graphe qui, en fait, essaye de travailler sur quel sera le monde de demain, finalement. Est-ce qu'on va évoluer vers un monde qui serait dominé par des machines ou est-ce qu'on va évoluer vers un monde qui serait dominé par les humains? Parce que c'est vrai que, selon moi, et là je vous livre des hypothèses, donc ça n'engage que mon travail et je suis là aussi pour en discuter puisqu'on aura un temps après de réflexion ensemble et de discussion, c'est que je pense qu'on est embarqué aujourd'hui dans une trajectoire techno-financière extrêmement puissante qui nous amène droit vers un monde dominé par les machines. Et quand je dis ça, je le dis pour 3 raisons essentiellement. La première raison, c'est que nous sommes gouvernés et même les entreprises industrielles et les entreprises de retail, etc., sont totalement sous la joute des GAFAM, vous savez, qui sont à présent rejoints en Chine par les BATX. Et en fait, ces entreprises sont très importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles se caractérisent par 3 choses. La première, c'est la dimension de ce qu'on appelle la capitalisation financière, c'est-à-dire que vous avez sur 4 entreprises, ça représente l'équivalent du PNB du 25e pays dans le monde. Donc on est sur une puissance, si vous voulez, économique équivalente à un pays, sur 4 acteurs. Vous avez également une liquidité, c'est-à-dire une génération en milliers de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc là, on est sur des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc des choses qui sont mais vraiment à des proportions totalement déconnectées, si vous voulez, par rapport, si on prend une entreprise, par exemple, comme LVMH, qui est déjà un des grands fleurons au niveau mondial, on est sur des dimensions qui n'ont rien à voir. Et cette dimension de liquidité, de concentration des richesses est extrêmement, selon moi, préoccupante. La troisième chose, c'est que mon hypothèse montre que, en fait, cette concentration des richesses, elle est également le fait d'une concentration humaine des richesses. Et là, je cite le rapport d'Oxfam, qui est publié chaque année en amont de Davos, de la rencontre internationale de Davos, qui montre que depuis ces dernières années, le nombre de gens richissimes continue à baisser et qu'aujourd'hui, l'année dernière, en tout cas, en 2018, on aurait 8 personnes qui concentrent l'équivalence de la richesse de 3,5 milliards d'individus. 8 personnes dans le monde contrôlent l'équivalent de la richesse de 3,5 milliards d'individus. Et comme par hasard, ces personnes, eh bien, sur les 40 milliards de dollars
d'intelligence artificielle investi en R&D, le budget, 2/3, c'est financé par les GAFAM. 2/3 par les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. 2/3 du budget de recherche en intelligence artificielle est financé par ces acteurs. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur les 8 personnes qui contrôlent, qui sont extrêmement riches, vous avez bien sûr les Bill Gates, vous n'avez pas uniquement que des gens du numérique, vous pouvez avoir également des Warren Buffett, etc. Mais le gros, si vous voulez, c'est que ce qui est inquiétant pour moi, c'est cette concentration. C'est ça qui est véritablement inquiétant, et que la concentration de richesse équivaut à une concentration humaine et équivaut à une concentration dans l'investissement des nouvelles technologies. Et on parle bien sûr du numérique, de l'intelligence artificielle, mais on est véritablement aussi dans les nanotech, etc., les nanotechnologies. Et je sais que vous vous intéressez aussi aux questions de santé. On est aussi beaucoup dans la biotech, etc. Donc ça, pour moi, c'est véritablement la trajectoire dans laquelle on est engagé. Une fois qu'on se dit ça, la seule alternative, et je dis bien pour moi, il me semble que la seule alternative possible à ce scénario, c'est une trajectoire économique, écologique à l'échelle planétaire, j'entends. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que écologiquement, nous sommes dans l'effondrement. Je ne vous ai pas ressorti la courbe de Meadows, vous savez, 1972, qui déjà anticipait l'évolution de l'effondrement de l'écologie. 2030 est une année charnière. On va dans l'effondrement, on le sait. En termes écologiques, on y est, si vous voulez. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on se satisfait de cette phase d'effondrement, c'est comment on fait pour aller au-delà. Et donc, pour moi, le seul scénario alternatif à cette technofinance, c'est un scénario qui mette l'économique et la durabilité au cœur du développement planétaire, mais de manière massive. Et je pense, et c'est là mon espoir, parce que ça peut vous paraître sombre, mais c'est là mon espoir, je crois que quand vous regardez tous les grands acteurs économiques, beaucoup sont convaincus par cette trajectoire. Beaucoup sont convaincus par cette trajectoire. Vous faisiez le pari d'investir votre vision 2030 à travers les big cities dans le monde, les grandes villes dans le monde. Vous avez raison. Les mégapoles, les grandes villes sont très investies sur les questions de durabilité. Elles le savent. Elles vont représenter 70% de la planète, 70% des émissions à effet de gaz, des changements climatiques, des pollutions, etc. Donc, elles savent qu'elles ont une responsabilité. Et donc, je pense que ces acteurs ont beaucoup à jouer. Après, il y a également 2 trajectoires qui complètent ces 2 grandes trajectoires. C'est la dimension culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a un rôle et une responsabilité de faire que cette trajectoire technico-financière ne nous échappe pas en termes de liberté fondamentale. Et nous devons investir dans nos talents, dans la formation, dans bien sûr ce qu'on appelle la littératie numérique, mais aussi dans l'éthique, dans la réflexion, dans la morale, dans savoir est-ce qu'on accepte une connexion, est-ce qu'on accepte que la génération Y et Z se sentent à 50% déjà addicts à la connexion. Ça, c'est les derniers travaux qui remontent des travaux universitaires que je sors. 30% des jeunes, et là je vous parle de jeunes qui sont Bac+5, enfin qui ont vraiment fait des études, 30% ont déjà entendu parler du digital detox et souhaitent s'engager dans cette voie parce qu'ils sentent qu'il y a une forme d'addiction. Donc là, la question culturelle est selon moi une question d'éducation massive et je crois que des acteurs comme Decathlon ont beaucoup à donner et à transmettre à ce niveau-là. Et bien sûr, quand je dis Decathlon, c'est aussi nous individuellement, pas uniquement collectivement, même si collectivement, on est quand même plus fort. Et puis, une autre trajectoire, c'est la trajectoire sociale qui, pour moi, est le grand enjeu au niveau macroéconomique de la trajectoire économico-durable. Je m'explique, ça peut paraître un peu compliqué, mais je crois que quand on me pose la question pourquoi ça ne va pas plus vite au niveau de la transition écologique, je pense que ça ne va pas plus vite parce qu'on n'a pas réinventé un nouveau contrat social
entre le vivant, entre les humains, avec la planète. Et donc, je pense que le principal problème vient de l'absence de ce contrat social qui met le vivant finalement au cœur de la création de richesses de nos sociétés au sens large, société économique, mais bien sûr société humaine. Je ne vais pas rester trop longtemps, on peut rediscuter de cette dimension de scénario, mais je crois que c'est important d'avoir en tête, en background à la vision 2030, parce que vous savez, en prospective, qu'est-ce qu'on fait? On génère des questions, on imagine des futurs qu'on a envie de voir advenir, et aussi des futurs auxquels on a envie de contribuer. Et donc ma question déjà à ce stade, c'est quelle est la vision, quelle est la trajectoire à laquelle vous avez envie de contribuer, vous individuellement, mais aussi au titre de votre organisation. Alors, c'est vrai, Charlie parlait du VUCA, maintenant c'est assez connu ce terme de VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Et moi, il y a quelque chose qui me dérange fondamentalement. Je trouve que cette question d'ambiguïté, on ne peut pas rester sur la seule question de l'ambiguïté. Oui, certes, le monde est volatile, certes, le monde est incertain et complexe, et il faut apprendre à vivre et à devenir agile dans cette complexité. Mais la meilleure manière d'y arriver, ce n'est pas de se dire tout est ambigu, tout est trop complexe, et donc je ne fais rien. J'abandonne parce que je ne comprends pas cette complexité. Non, la question, c'est comment je m'adapte, comment je rentre dans la danse, comment je fais sens de ces évolutions. Et je vais vous dire, peut-être, Matthew parlait de quelque chose qui lui est très intimement arrivé. Tu as raconté ton histoire de famille. Mais pour moi, la question, c'est véritablement comment je fais sens de ma vie, comment je fais sens et je reste libre. Je peux aussi progresser dans le monde de demain et être un citoyen finalement engagé. Engagé, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai la liberté de pouvoir penser et agir selon les valeurs en fait, qui me sont importantes. Alors, la migration de la création de valeur dans la métamorphose numérique, je vous la rappelle parce qu'on parle maintenant beaucoup de numérique, de digital, etc. Mais peut-être on oublie un petit peu le fondement de qu'est-ce qui caractérise la création, le changement de création de valeur de notre société. C'est déjà qu'on est dans une société, on n'est plus dans le stock, on est passé dans le flux. Et ce n'est pas combien je gère d'hommes ou combien je gère de milliards de revenus, etc. C'est qu'est-ce que je fais de cette richesse, comment je la fais circuler, comment je la transmets, comment je la valorise, comment je l'enrichis. Et je crois que ça, c'est très important de ne pas oublier ça. La deuxième chose, c'est que l'information ne fait pas tout. L'information, on compare souvent l'information au pétrole, à l'énergie. C'est la connaissance qui crée la valeur. C'est ce que je fais de l'information. Et vous le savez, au niveau des données, quand on parle de données personnelles ou de données des clients ou de données des collaborateurs, ce n'est pas le data, ce n'est pas ça qui fait la richesse. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma data, c'est comment je vais l'agencer, c'est quelle est l'analyse que je vais remonter et de tout ça. Et puis également, le digital appelle et prolonge le présentiel. On a longtemps cru qu'on allait beaucoup économiser d'argent à faire énormément de réunions en visioconf, etc., à moins se déplacer. Mais on sait très bien, et vous le savez, plus un réseau virtuel est actif, plus on a besoin de se voir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de projets de recherche qui sont en train finalement d'exprimer des choses qui étaient peut-être à l'époque encore intuitives, mais qui maintenant se matérialisent, si je puis dire, par tous ces travaux entre l'interface homme-machine. C'est que le corps a une intelligence. Le corps a une intelligence qu'on appelle kinesthésique, et on est en train de commencer à redécouvrir ou à découvrir de nouvelles choses où on peut en effet communiquer par le corps, et que donc cette dimension corporelle, elle est pour moi clé dans la vision 2030 de Decathlon. Elle est vraiment à investiguer, et c'est vrai que le rapport à la technologie nous fait nous redécouvrir quelque part notre part d'humanité et notre part d'humain.
Donc, changement de rapport à l'espace, changement de rapport au temps. Vous le savez, en prospective, ce qui compte, c'est le petit pas d'après. C'est toujours essayer de se dire, OK, what's next? Quel est mon pas d'après? Comment je peux pousser les horizons? C'est-à-dire, je travaille dans mon magasin, ou je travaille dans mon bureau, ou je travaille dans ma ville, etc. Et comment je peux essayer de voir plus large, avoir un scope beaucoup plus large. Dans le rapport à l'espace, je ne vais pas tout aborder, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est allé très loin dans le global. On est allé très loin dans la globalisation. On hérite de ces 30 dernières années où on a essayé d'être hyper efficace, de gagner beaucoup d'argent, d'établir beaucoup de process pour s'organiser, faire remonter, voilà, être travaillé à l'échelle planétaire. Et on se rend compte qu'on a tendance à se désincarner, à plus comprendre finalement trop nos marchés, nos clients, et qu'on a besoin de réinvestir une forme de localité. Et moi, je propose le terme de localisme connecté, parce que ce n'est pas uniquement un refus de la grande ville, ou etc. C'est véritablement le fait de réinvestir son quartier, son chemin, générer finalement des arrêts en allant travailler pour faire son shopping, ou etc. Redécouvrir les associations ou les activités qu'il y a dans son quartier. C'est tout ça, c'est cette dimension. Grâce au numérique, on peut se connecter encore mieux au niveau local. Et je crois que ça, c'est une des tendances les plus importantes qui va montrer, et qui peut-être aussi peut arriver à une limite dans cette hypercroissance des grandes villes, puisque vous savez, tous les rapports de prospective pensent que les grandes villes vont continuer à grossir. Je ne suis pas d'accord avec ces hypothèses, parce que je pense que tout simplement, on ne va plus pouvoir respirer. Et je pense que quand on regarde les scénarios à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, on a déjà des signaux faibles de migration qui sont dus finalement aux questions d'asthme, de santé. Quand je parle de ça, je pense à la Chine, et je pense aussi chez nous, mais c'est bien évidemment un peu partout. Et je pense que cette dimension, on peut arriver à un stade où il n'est plus bon de grossir éternellement en ville, et on voit déjà une réinvention. Et pour moi, la question du business model, elle se pose en termes spatial, c'est-à-dire de business model qui réinvestit finalement une forme de bassin de vie, de bassin économique à définir, qui n'est pas bien sûr une frontière administrative, loin de là. Et puis, il y a le changement de rapport au temps. Ça, c'est un sujet qui me passionne, avec lequel je travaille beaucoup, notamment avec un philosophe, Pierre-Antoine Chardel. Il nous semble très important, et là, je vous ai mis la photo d'Hartmut Rosa. Peut-être vous avez entendu parler d'Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand, et qui est arrivé avec le concept d'accélération sociale. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'accélération sociale? Il dit qu'en fait, au niveau planétaire, dans notre monde, nous accélérons du fait, bien sûr, des technologies. Nous accélérons dans nos modes de communication. On peut, comme vous le savez, communiquer quasiment gratuitement à l'autre bout du monde à l'infini, mais également nous accélérons dans nos modes de vie. Et donc, il a bien sûr argumenté cette hypothèse qui aujourd'hui est très acceptée. Ce qui est, ceci dit, à nuancer, c'est qu'en termes sociologiques, cette fois, on sait qu'on a des temps différenciés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tous le temps de la même manière, on ne se représente pas tous le temps de la même manière, et vous pouvez avoir dans une équipe ou même dans une famille quelqu'un qui adore aller vite, qui vraiment prend plaisir à faire plein de choses à la fois, à surfer, etc. Et puis des personnes qui ont besoin d'être dans le temps présent. Et puis vous avez même des personnes qui se sentent un petit peu hors du temps. Et bien évidemment, cette accélération, moi j'ai montré qu'elle est essentiellement d'ordre économique et qu'elle concerne essentiellement les grandes entreprises, et dans les grandes entreprises, essentiellement les cadres. Et donc, finalement, on se dit que l'accélération, elle est somme toute très ciblée sur un certain type de personnes, mais que si vous prenez un jeune qui n'arrive pas à trouver un job, je ne pense pas qu'il ait le sentiment que le temps s'accélère. Si vous avez face à vous un activiste écologiste, je ne pense pas qu'il ait l'impression que l'urgence
se réalise et qu'on fait quelque chose pour aller plus vite en matière de transition écologique. Si vous prenez l'exemple de la mamie qui est toute la journée connectée à son poste télé ou à BFM, etc., qui regarde en boucle sans écouter, c'est tout simplement parce qu'elle a besoin d'un repère dans la journée, elle a besoin d'un repère temporel. Donc en fait, si vous voyez toutes ces populations, on voit bien qu'on a des rapports au temps très différents les uns avec les autres, et tout l'enjeu finalement, c'est déjà d'essayer de prendre conscience de son propre rapport au temps, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on aime, comment on vit, et comment aussi on travaille avec l'autre, on interagit avec l'autre. Ça, c'est très important. Et je pense bien évidemment que vous le voyez, cette manifestation probablement dans les queues de caisse dans les magasins, vous voyez bien avec Decathlon, que les relations, les gens n'ont pas du tout la même manière finalement de payer. Certains veulent aller très vite, ça leur rend bien service quand tout est identifié, ils n'ont plus qu'à sortir la carte et ils n'ont pas à biper sur le prix. Et puis certaines personnes vont préférer le contact humain, etc., pour pouvoir poser des questions éventuellement. Donc on voit bien que le rapport au temps est très différent et que ça, je pense que ça fait partie de l'intégration de la complexité et de la vision 2030, en se disant également que cette accélération, il faut faire quelque chose pour prendre le temps de penser. Alors, je vous le dis à vous, mais vous êtes là aujourd'hui pour réfléchir ensemble. Donc, vous êtes, je pense, convaincus de ça. Mais ce que je vois, c'est trop souvent des organisations et des États qui ne prennent plus le temps de penser, qui ne prennent plus, et la prospective, et là d'ailleurs, est un bon exercice parce que la prospective nécessite de réfléchir, de se projeter dans le futur, ça veut dire penser. Or, si on nous demande de ne pas penser, d'être toujours en accélération, vous voyez bien que quelque part, ça nous conduit à une forme d'instrumentalisation de nous-mêmes et donc finalement d'enfermement dans une boucle où on n'est plus à même à exercer notre libre arbitre. Et je pense que là, il y a véritablement un enjeu et une responsabilité de la part de tout le monde à titre individuel et collectif. Changement de paradigme culturel, ça c'est également un travail que je nourris et je me dis mais qu'est-ce qui fait que finalement les choses changent, les choses basculent. Vous savez, en prospective, on parle beaucoup de signaux faibles, on parle de bifurcation, on parle de bascule et de shift en anglais. Et donc, en fait, j'aimais l'hypothèse qu'en fait, pour véritablement bouger, il y a deux dimensions. Il y a la dimension individuelle et il y a la dimension collective. Et je crois que individuellement, moi, ce que je vois dans toutes mes études, c'est que nous sommes en train de basculer massivement à titre individuel, c'est-à-dire que nous avons envie de nous émanciper. Et je crois que ça, c'est extrêmement visible chez surtout les jeunes, mais pas que chez les jeunes. C'est vraiment l'idée de se développer et qu'on est prêt à s'investir, à contribuer, mais qu'on a envie d'avoir l'impression vraiment de progresser, de se développer, de se réaliser. Et là, on voit bien que la dimension monétaire, elle est moindre. Elle est devenue quasiment beaucoup moins importante qu'elle n'a été pour nos parents dans les années 80. On voit que là, il y a véritablement un changement parce que ce qu'on a envie, c'est finalement de s'émanciper, de contribuer. Et puis, le deuxième levier, c'est le levier collectif, celui de l'interdépendance. Et le leadership de l'interdépendance est difficile. On a beaucoup de mal. Et pourquoi, selon moi, on a beaucoup de mal à interagir les uns avec les autres? Parce que qui dit interdépendance dit finalement d'être en capacité d'être soi-même autonome et indépendant. Or, très souvent, on attend encore de l'autre qu'il nous dise ce qu'on doit faire ou de l'organisation, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous porte. Et en fait, finalement, beaucoup des leviers sont en nous, aussi dans notre capacité à interagir les uns avec les autres à travers des communautés de valeurs, d'intérêts. Et je pense que le challenge, c'est ça. Le challenge, c'est finalement arriver à travailler dans cette diversité, avec une diversité d'acteurs, avec une diversité de systèmes de valeurs, et d'essayer d'arriver à être agile finalement dans cette complexité qui est la nôtre. Alors pour finir, je dirais 4 écueils à éviter, et puis après je finirai par 4 opportunités. Les écueils, selon moi, c'est le
travers de ce que je vois dans beaucoup d'organisations, c'est-à-dire le surinvestissement de la surautomatisation, c'est-à-dire plaqué sur des process de l'intelligence artificielle, alors qu'on a déjà des organisations, et je parle bien évidemment des grandes organisations, on a déjà des processus, on ne sait plus d'où viennent ces processus finalement, et on plaque encore un niveau de complexité et d'algorithmie qui finalement fait qu'on ne comprend plus ce que l'on fait. Et donc pour moi, le premier écueil à éviter, c'est vraiment de perdre le sens du métier. Certes, les technologies peuvent nous aider à beaucoup de choses, à mieux comprendre ce qu'on fait, à générer de l'information, de l'analyse, etc. Mais il ne faut jamais, jamais oublier le sens du métier, parce que là, c'est la source de la démotivation. Je ne vais pas vous ressortir les 70% de désengagés au niveau européen, hein, puisque vous devez sûrement connaître cette enquête de la Gallup qui date un petit peu, mais qui est toujours tout à fait d'actualité. La deuxième chose, c'est d'éviter de supprimer les jobs qui créent du lien. Alors bien évidemment, j'ai tout de suite envie de vous parler de l'assistante humaine qu'on va remplacer par une assistante IA. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que je vois? En fait, je vois ces personnes qui étaient en fait là à coordonner, à faire beaucoup de choses informelles dans les relations humaines. Finalement, je vois des cadres qui sont déjà surchargés par le travail, qui sont déjà surchargés cognitivement et qui, en plus, maintenant, doivent tout faire eux-mêmes, gérer leurs rendez-vous, etc. Et donc, bien sûr, les technos et les outils peuvent nous aider à mieux nous organiser, mais ça rajoute toujours à la surcharge cognitive. Et ça, je pense que la question du lien informel, du lien humain, est, selon moi, un critère essentiel de l'avenir. Privilégier les expertises high-tech, notamment, je pense bien sûr aux big data, aux data scientists, aux algorithmes, etc. Bon, vous le savez, aujourd'hui, les jeunes qui sortent des écoles, qui sont formés, ils ont des propositions de salaires mirobolantes aux États-Unis. Hein. Ils commencent à 100 000 euros l'année en salaire, etc. Et c'est super. Et il faut pouvoir embaucher vraiment des scientifiques de très haut niveau pour essayer de développer des technos qui soient vraiment adaptés aux processus internes et aux activités internes des entreprises. Mais il ne faut pas oublier la montée en compétences de tout le monde en termes de littératie numérique et en termes d'éthique. Et je pense que c'est bien d'avoir des codeurs, c'est bien d'avoir des hackers, mais il faut aussi pouvoir faire monter tout le monde en compétences éthiques pour vraiment se poser la question de l'avenir des technologies. Et enfin, ne pas se focaliser uniquement sur le quantitatif au détriment de l'attention, puisque je le vois quantitatif, vous le savez, ce qui n'a de valeur, c'est uniquement ce qui est mesuré. Il faut sortir de cet aussi argument que seul ce qui est mesurable a de la valeur. Parce que finalement, je pense qu'on s'enferme aussi dans une dimension de quantitatif et on passe à côté, selon moi, sur la vraie clé de performance du XXIe siècle, qui est l'attention, la capacité à l'attention. Et quand je dis ça, je sais que je ne suis pas très loin de ce que disent des chercheurs de la University Singularity en Californie, mais eux pensent que les technologies vont nous aider à être plus attentifs. Je pense que les technologies peuvent en effet nous aider à être plus attentifs, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment trouver au contraire, et laisser beaucoup de place à la dimension humaine dans cette dimension d'intégration. Alors, pour finir, je dirais qu'en termes d'opportunités, je pense que l'idée, c'est véritablement d'investir les différentes temporalités, de ne pas succomber donc juste à la seule accélération et de maintenir le cap vers les choses essentielles. Vous le savez, je crois que si on est là, c'est que pour nous, beaucoup de choses, on connecte avec cette dimension de revenir vraiment à l'essentiel. Et quand on se dit revenir à l'essentiel, c'est véritablement favoriser la simplicité, la sobriété, faire mieux avec moins, faire mieux avec les ressources dont on dispose, en intégrant bien sûr la dimension écologique dans cette dimension. Et puis, c'est aussi adopter un mix
de lieux de travail pour favoriser la qualité de vie, mais aussi pour favoriser le fun, la collaboration, investir dans les capacités humaines. Vous savez, c'est tout ce qui relève aussi des soft skills, c'est-à-dire des talents, du savoir-être, du savoir-faire, mais pas uniquement des compétences techniques. Donc là, je crois que la question des talents, elle est véritablement très importante. Et puis aussi développer une organisation qui soit apprenante, c'est-à-dire qui puisse mettre l'innovation au cœur de sa dynamique et qui prenne des risques en expérimentant et surtout en essayant de voir ce qui marche pas, et de manière à vraiment créer finalement une culture de la dialectique, au sens un peu de Platon, mais une culture de l'éthique en tant que telle, en mettant l'humain à travers le cœur de l'activité. Alors je finirai sur pourquoi anticiper le futur, pourquoi regarder le futur. Je vous rappelle que finalement, regarder le futur, c'est quelque part imaginer des futurs souhaitables, c'est imaginer des futurs possibles, c'est surtout désirer un avenir. C'est mettre quelque part une énergie humaine, une énergie de désir dans un futur ou dans des futurs, puisqu'il n'y a pas qu'un futur possible, il y a des futurs possibles. Et la grande différence avec la stratégie, c'est que la stratégie finalement déploie des solutions pour parvenir à des visions. Mais là, je vous dis juste, prenez le temps de rêver, prenez le temps d'élaborer des visions, parce que finalement, une vision, c'est aussi se donner un objectif de contribution à cette vision. Et ce n'est pas uniquement suivre le train, c'est vraiment agir et être acteur de son avenir. Et là, je crois qu'il y a vraiment toute une différence entre l'idée de vraiment de se projeter, d'imaginer des futurs, de rêver à des choses auxquelles on aura envie de contribuer à la fois individuellement et collectivement. Et je crois que c'est quand même l'enjeu de la journée. Et je vous remercie d'y contribuer. À très bientôt. Grand merci. Grand merci, Karine, pour votre speech, pour votre histoire. On commence immédiatement avec le premier workshop, si ça te va. Très bien. OK, Karine reste bien ici. Donc, on a après le feedback de Karine après le workshop. Mais maintenant, c'est à nous. J'ai 3 types de questions maintenant pour vous. En fait, je vais les parcourir, mais après, on aura du temps. Et je n'ai pas les clickers. Est-ce que tu vas les... Ouais, merci, Karine. Après, on aura le temps pour bien juste les revérifier. Et on a 3 minutes par type de question pour parler entre vous. Et je préfère que vous parlez avec votre voisin. Et si vous avez un voisin que vous connaissez, peut-être choisissez l'autre. C'est plus sympa. Ah, c'est plus humain. On va se connaître aujourd'hui, non? Ah, bien sûr. Très bien. On a 3 types de questions. Moi, je ne vais pas les lire. On commence avec la première. Voilà. Pour moi, quelle est la tendance qui me paraît la plus importante? Maintenant, c'est la première question. Vous avez 3 minutes d'en parler, d'en partager avec votre voisin à côté de vous. Donc, ce n'est pas longtemps. Donc, ça peut aller très, très vite, plutôt. Vous avez 3 minutes. Merci. Pour moi, quelle est la tendance qui me paraît la plus importante? On a encore... OK. Malheureusement, on doit finir. C'est un peu abrupt, je sais bien. Allô, 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 micro? Oui, il marche bien. Excusez-moi, ce n'est pas très humain, ce n'est pas très gentil, mais je dois vous couper. Je m'excuse, c'est un exercice. Moi, je ne l'ai pas écrit, c'est plutôt Annelise, donc voilà. Vous pouvez être méchant à elle, c'est super. Merci, Annelise. Ouais. Très bien. OK. Ah oui. Merci, Sophie. Peut-être si on... Ça marche aussi en Belgique. Je l'ai appris de Sophie et Romu. Si tu fais les mains en haut, ça veut dire qu'on se tait, en fait. C'est bien pour vous? On peut faire comme ça? On peut faire un exercice, on fait du bruit un petit peu, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, ça marche? C'est génial. OK. Deuxième question. Pour moi, quelle est la tendance que j'avais sous-estimée ou celle dont je n'avais pas
dont je n'avais pas conscience. Vous avez de nouveau 3 minutes, avec votre voisin ou plutôt l'autre, ou quelqu'un derrière vous. Vous faites comme vous voulez, vous avez 3 minutes. Profitez-en. Peut-être j'ai besoin un peu... Voilà, génial. Waouh, on a construit quelque chose. Fantastique. Dernière question, ça vous va? Ouais. Et après, on a un petit break, après un feedback collectif, donc encore 10 minutes à peu près. Ça vous va? Ouais, ok, génial. Dernière question. Et en 2030, cela donnerait quoi pour moi personnellement et dans mon univers professionnel? Dernière 3 minutes. Vas-y. Ça marche presque parfaitement. Presque parfaitement. Yes, oui. Ça marche. OK. Ben, on a bien pris le temps. On a utilisé environ 10 minutes, donc ça c'est parfait. Ben, je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a envie de s'exprimer? Voilà, ce qu'il a raconté, ce qu'il a partagé, ce qu'il a ressenti, tripes, cœur, tête, comme vous voulez. Vous êtes ici à ta maison. Pierre, on s'est rencontrés ce matin. Bonjour, je m'appelle Pierre et je ne suis pas de Decathlon. Moi, il y a un élément Pierre, tu veux... Ah oui, pardon. Ouais, merci. Il y a un élément que j'ai trouvé votre présentation évidemment très intéressante à beaucoup d'égards. Il y a un élément que je trouve un peu manquant, en tout cas je ne l'ai pas ressenti, c'est notre rapport à la nature. Dans un de vos slides, vous évoquez le rapport à l'espace, le fait qu'on se déplace plus. Et en fait, quand je regardais les points, je me disais ça, si le baril de pétrole double, triple, quadruple, tout s'effondre. Et vous avez évoqué l'effondrement d'ailleurs à un moment. Cette théorie de l'effondrement qui n'est pas très réjouissante, elle pourrait faire que tout change. Donc dans la vision à 2030, bon, mon métier c'est la sustainability, donc forcément je suis très attentif à ces sujets-là. Je me dis ça va beaucoup changer. Le côté très technique, très techno, notre rapport aux ressources, parce qu'on est là à se dire qu'on consomme, tout va bien, mais c'est pas très durable, on le sait. Donc voilà, mon commentaire, il est là-dessus. Il est que je pense que dans la vision à 2030 et au-delà, on doit tenir compte de ça et que les nouveaux business models dont vous avez parlé à plusieurs moments, c'est vraiment des sujets d'actualité. Merci Pierre. Il n'y a pas immédiatement des réponses. Ça, c'est pour après. Il y a premièrement un feedback. Et après, si vous avez envie, si Karine a envie, elle peut nous donner la conclusion finale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer? Bonjour, moi c'est Margot. On parle beaucoup des tendances des slashers et des indépendants, donc moi je suis un peu concernée par le sujet parce que je l'étais avant. Et j'ai l'impression que ce n'est pas une tendance, que c'est là, que c'est maintenant, mais qu'il y a des organisations qui ne sont pas prêtes, comme par exemple les banques, parce que faire un prêt à la banque quand on est indépendant, c'est pas possible. Donc voilà comment, enfin là j'ai l'impression qu'on a un nœud et est-ce que vous savez comment ça va se passer, comment le nœud va se dénouer. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Là-bas, il y a quelqu'un. Ok, fantastique. Je vais faire un mélange de anglais, français, tout ça, italien, blablabla, pardon. Comme vous êtes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que je parle. Bon, mais j'espère que C'est pas grave. Pour moi, qui me touche, qui me fait d'attention, même que j'ai un truc que j'adore, c'est justement l'intelligence des corps, des kinés, la question des kinés, qui pour moi vient travailler à la question sport, peut-être, non? La question sport, c'est pour ça, non? Et tout le monde connaît que la question du sport fait la chimique du cerveau changer, non? Et bien sûr, si la chimique du cerveau change, notre corps aussi va changer, parce que c'est déjà connu qu'une personne qui avait la dépression, par exemple, elle avait une maladie physique. Nous avons même les cancers, c'est déjà constaté que la dépression et beaucoup de choses, des questions émotionnelles touchent les corps et changent beaucoup.
non? Et c'est faire attention de ça. Et je pense que Descartes avait la possibilité quand même de faire un travail de conscientisation. Pourquoi la qualité sport va changer la question corps et tout ça. Émotionnel, c'est un tripé pour moi. C'est un tripé. Corps, esprit et quand même et physique, c'est ça, non? Et c'est pour moi, c'est la question que Descartes peut travailler. Et parce que notre corps c'est intelligent justement et la complexité émotionnelle qui touche des organes internes, tout ça, c'est vraiment c'est fort pour penser avec d'ambition, vraiment, pour le futur, pas très loin quand même, hein, pas très loin, parce que nous sommes là. Non, toujours, nous sommes déjà là pour penser à sa question. C'est bon? Grand merci. Tout le monde comprend? J'ai tout bien compris. Fantastique. Il y a encore un ou deux qui veulent s'exprimer? Bonjour, moi c'est Arthur. J'avais une question, enfin j'aurais bien aimé connaître votre point de vue, parce que c'était les deux piliers de Decathlon qui étaient présentés sur la vision 2030. C'était d'un côté sustainability et de l'autre côté la digitalisation. Et je voulais savoir un peu comment ces deux choses allaient pouvoir coexister quand on sait un peu tout l'impact environnemental que la data a aujourd'hui. Et on va vers de plus en plus de data, peut-être vers même de l'IA, enfin peut-être d'ailleurs c'est sûr. Et en face, voilà, ça pollue, c'est des centres de data. Enfin, voilà, je voulais savoir un peu comment on allait concilier ces deux aspects-là du monde de demain. Je vais juste regarder notre timekeeper pour combien de questions encore. Encore, c'est possible? Ou des réponses, des feedbacks. Vas-y. Moi, ce qui m'a touchée, c'était la quantité versus la qualité. Vous avez parlé de la clé de la performance qui aujourd'hui est l'attention. Et en fait, je me dis, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que nos modes de vie aujourd'hui ne nous amènent pas à être attentifs, qu'on accélère de plus en plus. Et en fait, c'est comment demain, dans l'entreprise qu'on est aujourd'hui, on peut ramener cette prise de temps pour réapprendre à être attentif, parce qu'en fait, on parlait des jeunes qui sont complètement addicts, pour certains qui se sentent addicts en tout cas, mais moi, personnellement, je me sens addict à mon chat, à mon téléphone, à tout ce qui vient en pop-up, à ces milliers de rendez-vous qui s'enchaînent, etc. Et c'est comment on peut apprendre à prendre le temps pour en faire une vraie performance. Et je ne sais pas s'il y a des choses qui sont déjà menées à ce sujet, mais c'est un phénomène qui est sociétal. Merci. Encore une? Il y a encore quelqu'un? Ok. Le dernier, c'est Isa. Bonjour. Prums. Prums. Moi, je m'appelle Magali, je ne suis pas de Decathlon. Ah, excusez-moi. Je me posais la question plus sur... justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au freelance, au comment s'inclure dans des organisations, comment apporter, comment contribuer, et comment... pour 2030, je me demandais si le revenu universel n'allait pas venir plus s'incrémenter pour pouvoir justement apporter son savoir-être ou ses soft skills dans le monde de demain, en fait, plutôt que des compétences. On parlait de créateurs de liens, voilà, je me disais. Pardon. Pas de souci. Pardon, Isa. Encore la dernière alors. On donne le temps à Isa. C'est juste, moi, le rapport de force entre les GAFAM, le poids, la concentration de la richesse, de l'intelligence artificielle. Moi, je suis choquée. 8 personnes contre 3 milliards d'êtres humains. Voilà. Merci. Audrey. Allez. Oh là 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 là. Allez, Audrey. Allez, tu peux. Là, je voulais juste vous challenger par un « et si ». Et si demain, on décidait de devenir tous acteurs du changement? Merci, Audrey. Non, no, Charles, please. Hell no. OK. Karine. Alors, écoutez, merci beaucoup. Du coup, je vais peut-être prendre mon temps juste de conclusion pour rebondir. En fait, il y a très très bonnes commentaires et remarques. D'abord, sur la question de la sustainability, pour moi, elle est clairement dans le seul scénario qui, à l'échelle planétaire,
peut être une alternative à la technofinance. Alors peut-être j'ai pas été claire suffisamment, mais la sustainability, elle est là. Elle est complètement intégrée. Alors après, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement partir en disant, ben voilà, comme beaucoup de médias font à l'heure actuelle, à mon sens, en se faisant peur, en disant, ben voilà, ok, c'est l'effondrement, donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Non, pour moi, il y a, et c'est peut-être aussi parce que je suis docteur en sciences politiques, c'est un peu mon biais, je suis politologue, je crois qu'on est clairement dans un rapport de force qu'il faut, qui est là et qui est pour moi vraiment le point de départ, si vous voulez. Après, ce que je remarque, c'est qu'en effet, la dimension durabilité ne rejoint pas encore, et très peu encore, la dimension de techno. C'est-à-dire que c'est la question de, en effet, si on regarde en fait l'impact écologique, les matériaux rares, etc., on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment cette courbe de croissance exponentielle. Mais ce que je vois, c'est à l'échelle, si vous voulez, locale, et c'est pour ça que je suis allée peut-être trop vite sur cette dimension finalement de changement à l'échelle locale, c'est qu'on voit qu'à l'échelle locale, beaucoup des transitions écologiques se font à l'échelle locale, se font en micro-local. La question, c'est le changement d'échelle. Et ce que j'ai essayé de mettre en exergue à travers mes hypothèses, c'est qu'en effet, on a un scénario qui est vraiment global et qui est très, très dominant et qui est extrêmement source aujourd'hui des violences et du risque de déstabilisation majeure. Selon moi, c'est un point de vue. Voilà. Pour moi, il est là, le premier risque, il est là. Après, des stratégies de transition, il y en a beaucoup, et heureusement. Il y en a beaucoup et elles se passent à l'échelle locale. Donc je vous rejoins complètement. Mais si vous voulez, pour l'instant, la question, c'est le rapport au temps. Entre cette échelle très globale et cette échelle locale qui agit, qui est hyper transformative, parce que quand on suit toutes les dynamiques collaboratives, des dynamiques de transition écologique, il y en a partout et c'est hyper efficace parce que les acteurs se mettent ensemble pour réinventer leur territoire, et ça parle vraiment de la question du territoire, comment on vit, nos modes de vie, etc., comment on produit, comment on s'organise de manière beaucoup plus noble écologiquement. Mais il y a vraiment ce gap, en fait, ce trou, selon moi, entre l'échelle globale et l'échelle locale, et c'est ça que j'ai essayé de soulever. Sur la question la question des indépendants, il faut voir aussi, il faut toujours remettre en perspective que la France, c'est un petit peu un cas particulier, comme je le disais, parce que les indépendants, si vous prenez des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, on est plutôt à 20-30% au moins des travailleurs qui sont déjà dans des modes indépendants. Donc je pense qu'en Europe, on y va clairement. On va vers des tendances, je pense, 30%, 40% d'ici 2030, etc. La clé de ça, c'est la clé de la non-précarisation. Et pour moi, les entreprises, c'est les grandes entreprises qui sont au cœur des écosystèmes, parce que les grandes entreprises comme Decathlon ou autres sont au cœur d'écosystèmes d'acteurs, de petits acteurs, doivent mettre la barre haute en termes éthiques et justement ne pas succomber à la précarisation des emplois. Donc je pense que la responsabilité, elle vient beaucoup des acteurs de l'écosystème. Moi, je n'attends pas de l'État une politique, je pense qu'elle vient des acteurs, des écosystèmes qui mettent une barre haute de non-précarisation. Et pour moi, je vais être un petit peu provocatrice quand je dis que le revenu minimum, le revenu universel, pardon, il est souhaité avant tout par qui ? Qui pousse pour le revenu ? Qui est à 100% pour ? Tous les dirigeants des GAFAM. Tous les dirigeants des GAFAM, tous les investisseurs en IA pensent que la seule solution pour l'avenir, c'est le salaire universel. Et moi, j'ai un petit peu de mal, en fait. Quand je me rends compte de ça, il ne faut pas oublier que, voilà. Et quand vous voyez des scénarios de science-fiction, où je vous recommande notamment la lecture de Transparence, qui est un bouquin qui vient de sortir très, très récemment, qui est vraiment dans cette idée où il y a une généralisation du revenu, où finalement le revenu universel se fait par des gens qui vendent leurs données, qui vendent finalement en permanence l'accès à leur vie intime, à leur vie, etc., en échange finalement d'un revenu universel. Moi, ça me pose des gros problèmes éthiques. Donc, c'est pas
que je bannis l'idée du revenu universel, mais je pense qu'il faut vraiment faire très attention d'où viennent ces idées et qu'est-ce qu'elles cherchent finalement à pallier, et que peut-être l'idée, c'est peut-être pas de supprimer des emplois qu'on pourrait ne pas supprimer, c'est peut-être aussi de mettre l'effort dans des talents ou des métiers ou des compétences à réinventer. Et puis, il y avait également, comme autre, peut-être troisième thématique abordée, sur la question de l'attention. J'ai écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelait « Les voies de la résilience » et j'ai parlé beaucoup de l'écologie de l'action. Et donc pour moi, c'est vrai que peut-être c'est pas ressorti forcément beaucoup ce matin, mais l'écologie de l'action, c'est vraiment déjà arriver à désamorcer tous les automatismes qu'on a. Et ça, c'est très connu en psychologie. Il faut déjà déconstruire tous les liens. Donc, pas penser qu'être très gros, faire beaucoup de chiffre d'affaires, c'est mieux. Avoir toujours plus dans son agenda, c'est mieux. Avoir toujours plus de réunions, c'est mieux, etc. Donc, il y a toute une phase aussi de désapprentissage, c'est-à-dire de ces automatismes où on hérite finalement d'une culture organisationnelle qu'il faut déconstruire. Et je pense que là encore, ça passe par la pratique des grandes organisations ou des petites organisations d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les grandes organisations qui ont ce problème. Je travaille aussi pas mal avec des startups innovantes techno et on est beaucoup aussi dans cette accélération. Mais il y a une prise de conscience, je pense qu'il y a une prise de conscience très forte, éthique, par le rapport au temps. Et ça, c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que je suis en train de creuser. C'est que autant la question éthique des technos est quand même pas accessible encore à tous, autant la question du rapport au temps, il y a un levier très individuel. Mais je pense que l'organisation, collectivement, elle a une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité de respecter les rythmes du vivant, d'avoir justement de favoriser le partage avec la nature, etc. Elle relève beaucoup de l'individu, mais il y a une responsabilité aussi collective d'exemplarité. Je pense que ce qu'il faut, c'est un peu une discipline et une prise de conscience et la partager et la faire valoir. Je pense que là, il y a quelque chose de cette sorte pour vraiment faire vivre l'attention. Parce que de toute façon, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez une perte d'efficacité et de productivité et d'efficacité, même tout simplement parce que les gens sont épuisés. Moi, j'ai fait une étude, maintenant ça remonte à 3 ans, sur des jeunes ingénieurs ou Bac+5, donc la Gen Y, j'avais fait une étude de recherche sur ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les natifs du digital, avec en ciblant les 30 ans, enfin les trentenaires si vous voulez, c'est-à-dire qui à 30 ans commencent à avoir premier niveau de management, de responsabilité, etc. Et souvent, en fait, ce que j'ai vu, mais ça m'a énormément inquiétée, parce que sur tout le panel de jeunes que j'interviewais, je me rendais compte qu'il y avait déjà au moins 30% qui étaient burn-out. Et qu'est-ce qui se passe ? 30%, pourquoi ? Parce qu'à 23 ans, 24 ans, 25 ans, allez, ils sortent des études, ils commencent à bosser, 28 ans, premier enfant, et là, à 30 ans, c'est fini. Ils ne dorment plus, ils sont obligés d'amener... Non, mais c'est très basique ce que je dis, mais ils dorment moins ou plus. Ils habitent en dehors, beaucoup plus loin de leur bureau parce qu'ils ont dû s'agrandir et qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter à côté de leur boulot en centre-ville. Donc, ils rentrent dans le système infernal des 1 heure pour aller bosser, 1 heure pour revenir. Du coup, ils arrêtent le sport parce que c'est la première variable qu'ils arrêtent. Donc, boulot, ils ne voient plus leur enfant. Ils ne dorment plus. Mais c'est extrêmement courant. C'est un signal faible, fort, si je voulais. Donc, à mon avis, là, c'est peut-être aussi la responsabilité des ressources humaines, aussi de s'embarquer sur ces sujets et puis de véritablement faire... Parce que l'engagement, c'est ça. L'engagement des collaborateurs, le futur du travail, c'est aussi ça. Je pense que c'est tout simplement suivre les modes de vie, écouter la vie réelle des gens. Voilà. Là, je sais pas si... Parfait. Je suis là, de toute façon, pour la pause, le déjeuner, etc. Donc, on peut discuter ensemble. Voilà, merci. Merci, Karine.